Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première table ronde de notre programme de la conception au marquage en passant par l'importation, comment rendre l'objet média plus éco-responsable à l'heure où plus de 8 Français sur 10 estiment que le critère écologique est important dans un objet média, à l'heure aussi où la crise sanitaire renforce l'intérêt pour la consommation locale. Un vaste sujet que nous allons tenter de défricher grâce à Diane Semama et ses invités. Diane, qui va animer cette table ronde, préside la société DreamAct, un distributeur spécialisé dans les objets publicitaires écologiques et qui accompagne ses clients comme ses fournisseurs dans leur démarche éco-responsable. Bonjour Diane. Bonjour. Avec Diane, un panel d'acteurs engagés avec qui nous allons tenter de répondre à l'intitulé. Odélia Krief, directrice générale de Solo Group, et Gert Devel, son responsable RSE. Marie Chaudy, responsable marketing B2B chez Gobi. Julien Zoulet, country manager France pour Xindao. Et Marion Pascal, responsable développement France pour Ecovadis. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à nos intervenants au travers du chat. Nous tenterons d'y répondre à la fin de cette table ronde. Diane, je vous laisse la main. Merci Florent. Alors en effet, thématique d'autant plus importante qu'elle est d'actualité, puisque avec la crise sanitaire que nous connaissons, les Français ont intensifié leur volonté de consommer mieux, et ça se ressent aussi dans le secteur de l'objet média, puisque 85% des Français estiment aujourd'hui que le critère écologique est devenu un des critères principaux dans l'objet média qu'ils reçoivent. Donc mes invités aujourd'hui ont tous révolutionner une partie de l'objet média de son éco-conception à sa localisation. Nous allons commencer avec vous, Marie. Gobi, c'est la première gourde éco-conçue entièrement fabriquée en France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chez Gobi être éco-conçu? Je sais que vous avez été aidé donc par une agence d'éco-conception, Mou, mais en quoi la Gobi est-elle éco-conçue? Alors, ce qui est intéressant déjà chez Gobi, c'est que l'éco-conception, ça date pas d'hier. Donc, ça fait 10 ans qu'on existe et 10 ans que nos produits sont éco-conçus. Donc, l'éco-conception chez Gobi, on y croit en amont même de la fabrication. C'est de l'éco-conception préventive, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la correction. On a un produit et on va essayer de l'améliorer et dire que c'est bon, son impact environnemental est bon. Non, on va comprendre déjà comment les acteurs consomment, avoir une référence sur le marché, et on s'est posé toutes les questions avant même de fabriquer notre Gobi. Comment il allait être lavé, comment il allait être conditionné, comment il allait être utilisé, comment il allait être recyclé. Et tout ça, on en a fait un cahier des charges et on a comparé sur 15 critères environnementaux. Ça va du CO2 à la toxicité de l'eau. Enfin, c'est vraiment des critères précis. Et on valide en fait qu'il y ait plus de 50% au moins d'amélioration versus la référence, qui est en fait comment les personnes consomment avant d'avoir notre gourde Gobi entre les mains. Parce que finalement, si on compare à rien, une éco-conception, ça veut rien dire aussi d'être mieux que un peu le vent, on va dire. Donc l'éco-conception, pour nous, c'était vraiment, c'est pour ça qu'on s'est fait accompagner d'ailleurs par l'agence Mu, par l'ADEME aussi, par des chercheurs aussi sur les matériaux, c'était de proposer un produit qui était adapté et à l'utilisation, mais aussi avec un impact environnemental réduit au maximum, et aussi des critères sanitaires vraiment poussés avec le principe de précaution maximum activé pour avoir un beau produit dont on est fier de porter et encore maintenant à nos clients. Ok, et alors du coup, pourquoi ce choix de matière? Parce que du coup, la Gobi est en tritan, donc le tritan c'est une forme de plastique. Pourquoi ce choix qui peut paraître en inadéquation de nos jours avec une matière qu'on dit éco-responsable? Et quels tests faites-vous pour vous prémunir justement des risques de migration qu'on peut avoir du coup dans l'eau? Alors c'est hyper intéressant parce qu'effectivement en ce moment il y a vraiment une mouvance. Le plastique c'est mauvais, le plastique c'est la matière horrible qu'il faut à tout prix éviter. Nous on est hyper à l'aise à utiliser le tritan parce que déjà c'est le plastique jetable qu'il faut éviter, c'est le fait de jeter, enfin d'utiliser une seule fois, de le jeter et de polluer, notamment tout ce qui est microplastique. Le plastique en soi c'est une matière qui a l'avantage d'avoir un impact environnemental qui est faible et qui dure longtemps.
Et en fait, tout simplement, il y a 10 ans, on s'est posé les mêmes questions, comme je vous ai dit, c'est qu'est-ce qu'ont besoin les entreprises pour adopter des gourdes. Et il y avait des choix qui étaient importants, donc on a mené une enquête. L'enquête a fait ressortir qu'il fallait une gourde qui était transparente pour inspirer confiance, qu'il fallait qu'elle soit légère, qu'il fallait qu'elle soit résistante et qu'elle permette de la personnalisation. Tout ça, en fait, on a étudié avec justement les cabinets MU, avec une chercheuse, sur quelle matière était la plus adaptée. Et comme tu l'as mentionné, le Made in France, c'était hyper important pour nous. Et c'est aussi une matière qu'on est capable de gérer en France. On est capable aussi de faire les investissements nécessaires pour acheter un moule et d'avoir un partenaire qui nous suit. Et avec un impact environnemental vraiment faible, puisque notre Gobi original, qui est notre modèle phare, si on l'utilise 5 mois, on a déjà compensé en fait son impact de fabrication. Pour vous donner juste un ordre d'idée, parce qu'on a souvent les gourdes en inox dans la tête qui semble un peu le best case, puisque l'inox, au contraire du plastique, c'est une belle matière. Alors, l'inox, vous avez 2 sortes de gourdes. Vous avez la première gourde qui est en simple paroi, donc qui ne va pas garder la chaleur, et la gourde isotherme, qui est un peu le Graal, on va dire. Celle-ci, pour l'instant, on n'a pas la technologie, ni en France, ni en Europe, pour la construire. Donc, elle est faite en Chine. Donc, dès que vous avez de l'isotherme, vous savez aussi que c'est livré avec de longs trajets, on va dire, puisque nous, le but d'avoir fait de l'éco-conception, c'était aussi forcément d'avoir les trajets les plus réduits, d'avoir un circuit court. Et une gourde simple paroi en inox, c'est juste pour vous représenter un petit peu, c'est plus de 30 mois d'utilisation pour compenser son impact de fabrication, parce que c'est une matière aussi qui demande plus d'énergie à fabriquer. Donc, il faut aussi toujours mettre en rapport sur l'effort environnemental et l'utilisation. C'est-à-dire que là, par exemple, on parle d'objets publicitaires. C'est des objets que les entreprises choisissent, qui mettent entre les mains des salariés qui, eux, n'ont pas choisi. Peut-être que donner une gourde où il faut l'utiliser plusieurs années de suite, c'est un petit peu trop engageant pour être sûr que c'est un impact environnemental positif. Il vaut mieux avoir une gourde qu'on utilise quelques années et d'être sûr que ces personnes se l'approprient et avec un impact positif, puisqu'en quelques mois, en fait, c'est bon, c'est fait, on va dire, on a fait le bon choix. Nous, le plastique, voilà, c'est comme ça qu'on l'a choisi. On a aussi développé une gourde en verre. Alors, pourquoi le verre? On pourrait se dire, c'est pour remplacer le plastique. Non, c'est pour donner du choix, parce que par contre, les personnes potentiellement préfèrent boire dans du verre. Ça va concerner d'autres métiers, ça va concerner d'autres habitudes de consommation. Et on est convaincu qu'une gourde, il faut que les personnes la choisissent, se l'approprient, parce que finalement, la seule gourde vertueuse sur le plan environnemental, c'est celle qui est utilisée. Super. Et donc, du coup, tu as mentionné justement ce choix du Made in France. C'est intéressant. Du coup, vous, le choix du Made in France, qu'est-ce que ça a impliqué au-delà de l'impact au-delà de l'impact, quelle a été la balance finalement bénéfice problématique est-ce que c'est une balance favorable pour Gobi? Alors c'était le choix du cœur pour être honnête de nos 3 cofondateurs qui sont Samuel, Florence et Xavier, il y a 10 ans. C'était aussi si on fait une gourde éco-conçue, forcément on l'a fait aussi en France, parce que le trajet, ça a un impact énorme sur la balance environnementale d'un produit. Après, effectivement, c'est plus compliqué parce que c'est des designs que on a fait. Donc, il faut acheter des moules, et les moules, il faut qu'il y ait un partenaire industriel qui y croit avec nous. C'est pas une aventure seule. Et en plus de ça, c'est un investissement de départ qui est quand même assez lourd. C'est aussi pour ça que pour l'instant, on n'a pas de gourde inox non plus, qu'on est en train d'étudier, parce que c'est des investissements, et en période de Covid, on ne va pas vous le cacher, qui sont aussi plus durs à prendre. Et de la même façon, par exemple, on travaille donc pour notre gourde en verre avec Veralia. Ça, on a mis 8 ans à développer ce partenariat, parce que une chaîne de production de verre, vous imaginez bien, quand ils font des milliers, voire des millions de bouteilles de vin sur le même moule, arriver avec sa petite gourde Gobi en disant croyez en notre projet, on va en vendre plein, c'est pas évident. Par contre, c'est un avantage énorme, et ça se voit notamment pour toutes les périodes de fête, parce que c'est vraiment un moment qui est important pour nous. C'est qu'on a des délais en fait de livraison hyper rapides. On est super flexible, parce que toutes nos usines sont à côté de chez nous. Tous nos partenaires, tous nos imprimeurs sont à côté de chez nous. Donc, quand on a des demandes de dernière minute, on est capable de livrer en 5-10 jours maximum, avec personnalisation.
parce que ils sont proches, quoi. Donc forcément, c'est plus facile aussi à livrer. Donc aujourd'hui, c'est sûr que c'est un vrai avantage. Ok, super. Alors Julien, vous, chez Xindao, vous fabriquez encore majoritairement en Chine, comme la plupart des objets médias, hein, d'ailleurs, qu'on trouve sur le marché. Pourquoi, en fait, pourquoi tout se fait en Chine, alors même que, par exemple, Xindao a clairement l'éco-responsabilité inscrite au cœur de sa vision voilà et de ses nouveautés. Qu'est-ce qu'on trouve en Chine qu'on ne trouve pas en France? Les compétences, la faisabilité, la quantité, enfin voilà, pourquoi? Ah bah écoutez, nous voilons pas la face, c'est clairement le rapport coût-compétence qui prédomine et qui nous impose ce choix. C'est aussi historiquement notre valeur ajoutée en tant qu'importateur. C'est-à-dire que tout notre business model est basé là-dessus. C'est-à-dire que notre travail aujourd'hui, notre valeur ajoutée vis-à-vis de nos clients, c'est de les livrer rapidement d'une marchandise que nous avons en stock, et de leur livrer marquée cette marchandise. Euh, Aujourd'hui, notre valeur ajoutée, elle est de savoir importer dans les conditions dans lesquelles nous le faisons, et je pense qu'on en aura plus tard, d'Asie. Euh, Elle n'est pas d'importer d'Europe quelque part. Si vous voulez, à long terme, quelle est ma valeur ajoutée de travailler avec une usine européenne? Elle peut être assez vite remise en question, sauf si on intègre l'outil de production. D'accord? Là, en effet, c'est différent, tu maîtrises ta prod. Donc clairement, la Chine a une longue histoire dans la production. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la production du monde. Et nous avons bien sûr besoin de cette expertise. D'accord? Nous apportons nos propres exigences en matière de sécurité, de réglementation et de conformité. C'est ce qui en fait la combinaison parfaite pour nous. On s'est penché sur de la pro-Europe, hein, mais pour de nombreux articles, ça n'est même pas possible. Et puis après, pour les autres raisons que je vous ai évoquées. Très souvent aussi, il faut remettre en balance la provenance de la matière première. D'accord. Et à un moment, importer de la matière première pour la transformer ou importer le produit fini, en termes de développement durable, la différence en termes d'impact n'est pas si importante que ça. Voilà, les économies finalement d'émissions de CO2 sur une matière qui aurait été importée. C'est pour ça que je rejoins tout à fait Marie dans sa démonstration sur le Tritan, qui est une matière qu'on utilise aussi beaucoup, mais ça a encore plus de sens. Comme elle l'a expliqué par rapport aux problématiques de production. Hein, c'est quelque chose à remettre en balance. Il y a beaucoup de fantasmes. On aimerait tout faire en France. Hein, et moi, le premier, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est pas aussi simple que cela. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit être finalement, comme beaucoup de points sur le développement durable, étudié, détaillé et un peu plus approfondi que juste s'en tenir finalement à cela. Donc c'est importer de Chine, oui, mais dans certaines conditions. Hein, encore une fois, c'est très très important, pas faire n'importe quoi, maîtriser et quantifier tout cela. C'est maintenant c'est clairement un impératif. Vont se poser après des problèmes de budget qui sont aussi évidents. Voilà, on peut pas révolutionner le monde en une journée, si je puis dire. Donc on va essayer de le faire et de le faire le plus proprement possible. Voilà, c'est ce qu'on s'attelle à faire. Voilà les raisons majeures. Ok, super. Et du coup, en tant qu'importateur engagé, c'est quoi vos exigences envers vos fournisseurs en termes d'audit, de normes? Qu'est-ce que vous regardez? Alors, il y en a de nombreuses. Déjà, on s'est attelé à réduire au maximum notre panel de fournisseurs, à travailler avec des fournisseurs partenaires. Clairement, aujourd'hui, chez Xindao, on ne va pas sourcer pour être plus compétitif sur un dossier aussi alléchant soit-il. On ne va pas sourcer une usine que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas audité. Alors clairement, ça nous fait rater des dossiers, notamment sur des coûts en import, mais c'est un choix qui est assumé. Et pour le côté commercial, il faut vivre avec cette frustration parfois, mais c'est comme ça. Donc clairement, ces dernières années, on a pris des mesures liées à la conformité sociale et aux conditions de travail dans les usines où sont fabriqués nos produits. En 2015, on a commencé notre propre audit qualité, environnement social pour les usines. Alors, encore une fois, sur nos usines partenaires, l'idée était d'accroître la transparence et d'avoir un résultat indépendant. Xindao est devenu en 2018 membre de Amfori BSCI, d'accord, qui permet les audits sociaux dans les sites de production via un cadre. Hein, l'idée était d'avoir un cahier des charges. Les auditeurs indépendants sont formés pour réaliser ces audits. Ça, c'est très important. J'insiste sur le côté de l'indépendance. Xindao ne possède aucune usine, mais en tant qu'acheteur, on travaille sur une collaboration à long terme. On a des contacts vraiment historiques avec nos usines. C'est ce qui fait notre force. On a des usines
avec qui on travaille depuis nos débuts, notamment sur l'outillage, qui était notre savoir-faire historique. On peut montrer on peut montrer que les usines avec qui on travaille correspondent à notre code de conduite. Donc, bien évidemment, pas de travail des enfants, les employés ont un salaire minimum, etc. La sécurité au travail est respectée, etc. Elles sont toutes nouvelles usines qui rentreraient dans le panel et d'abord visitées, évaluées par nos équipes internes en QC et QA. Donc Quality Control et Quality Assurance. Elles doivent répondre bien évidemment à ces audits de manière positive. Le nombre d'usines a régulièrement augmenté. On est aujourd'hui, on espère atteindre 75% d'ici 2025. Il faut se rendre compte du boulot, du nombre d'usines avec qui on travaille, étant un généraliste. Donc voilà, pour accroître la transparence et la conformité sociale, on a ajouté sur notre site internet pour info des filtres qui permettent de tracer une usine si elle est BSCI ou pas, etc. dans vos recherches produits. Ça répond directement à une demande des annonceurs qui demandent parfois des produits uniquement BSCI, etc., etc. On ne travaille qu'avec des usines qui obtiennent un score A, B ou C. Celles qui ont un score D ou E ne sont pas sélectionnées dans notre panel d'usines partenaires. Et on travaillera donc pas avec tous ces rapports sur demande, bien évidemment. Donc voilà un petit peu comment on a organisé tout ça. Il y a beaucoup d'internes et il y a surtout, pour résumer la chose, je dirais une vraie recherche d'indépendance, parce que c'est un monde extrêmement corruptible. Voilà. Très bien. Odélia, du coup, sur une autre typologie de produit, du coup, le textile, où seul c'est expert. Est-ce que tu peux nous dire tout ce que c'est pour toi, pour vous, un textile éco-conçu, et peut-être aussi nous parler du coup de Fairwear Foundation, qui pour le coup est un label qui garantit aussi l'éco-conception de vos textiles made in Bangladesh. Alors, pour nous, un textile éco-conçu, c'est devenu une nécessité. C'est-à-dire qu'avant tout, c'est par là même qu'on doit commencer et c'est vers quoi on doit systématiquement tendre. Un textile éco-conçu, c'est un textile qui simplement n'épuise pas les ressources et qui, tant que faire se peut, a vocation à être conçu en parfaite, c'est un bien grand mot, mais dans la maîtrise de la consommation des ressources. Et ce qu'on entend par ressources chez nous, c'est à la fois les ressources humaines et les ressources environnementales. Et c'est vraiment quelque chose, ce sont deux notions qui sont parfaitement imbriquées dans la conception des produits que l'on développe. Et on ne peut pas concevoir l'un sans l'autre. Donc, cette maîtrise à la fois des conditions de travail, du respect de l'humain dans la production, mais aussi du respect des ressources environnementales qui sont consommées. Ce sont deux notions qui sont suivies chez nous de bout en bout. Cette maîtrise, elle doit être pensée de bout en bout. J'aime bien l'approche qu'a Gobi sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on pense vraiment la supply chain dans son ensemble. Ça part du choix des matières, du choix des usines, comme disait Julien. On ne travaille pas avec n'importe quel partenaire, on les audite, il y a un processus assez complexe pour être stampé partenaire usine pour Solo, mais on regarde aussi les processus de production. Tout au long du processus de production, on peut les aider et les accompagner pour améliorer la consommation des ressources et à tout moment, et ça je laisserai Gert revenir dessus, s'assurer que les conditions de travail sont respectées, bien évidemment, et puis ça va jusqu'au packaging et jusqu'aux moyens de transport. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce qui est important, c'est surtout de mesurer ce qu'on fait. Parce qu'on est loin d'être parfait. Ce sont des industries qui consomment des ressources. De toute façon, ça, on ne va pas se mentir, on va pas s'en cacher, bien évidemment. Mais ce qui est important, c'est de mesurer ce qu'on fait et qu'on soit systématiquement dans une démarche de progrès et d'amélioration continue. Donc, on est là où on est. Ce n'est pas parfait, bien évidemment, et on en a conscience. Et l'objectif, c'est que chaque année, on fasse un peu mieux et à chaque moment, on fasse un peu mieux. Et surtout, qu'on engage nos partenaires dans cette voie-là. Nos partenaires usines, mais nos partenaires transporteurs. Demander à des transporteurs, par exemple, leur bilan carbone, c'est les forcer quelque part à se poser cette question-là. Et donc, toutes ces petites choses-là, toutes ces demandes, toute cette dynamique qu'on met en place, elle est vertueuse.
et elle a vocation à ce que tout notre écosystème s'améliore. Et du coup, c'est pour ça que chez nous, on a créé la fonction avec l'arrivée de Gert, qui est une fonction. Gert, il est directeur qualité, R&D et sustainability, autrement dit RSE. Et donc, on a souhaité intégrer cette fonction et intégrer tous ces éléments au sein d'une même direction, parce qu'on pense que la R&D, elle est intrinsèquement liée à ces questions de RSE et réciproquement. C'est-à-dire que dans la façon dont on conçoit les produits, dans la façon dont on va accompagner nos partenaires usines, parce qu'on ne possède pas l'outil de production, fait appel à des partenaires usines, eh bien, on peut les aider et on peut les accompagner et les challenger pour qu'ils rentrent dans ce processus vertueux. Voilà un peu notre conception de l'éco-responsabilité et de l'éco-conception du. Alors, tu parlais de Fairware. Moi, je vais en dire 2 mots, puis je vais laisser Gert détailler parce que c'est vraiment c'est sa passion, c'est vraiment son cœur de métier. Fairware, c'est plus qu'un label, c'est vraiment une démarche qui est très exigeante et très vertueuse, qui pousse les marques et qui responsabilise les marques et les acheteurs que nous sommes à mettre en place des bons processus, des bonnes méthodologies, des bonnes évaluations pour pousser nos partenaires usines à faire en sorte que la production se passe dans les meilleures conditions de travail, dans des conditions de travail qui sont respectueuses de l'humain, respectueuses de la loi, et qui font qu'à la fin, on est fiers de produire. J'entendais parler du Made in China versus du Made in France. Nous, on y reviendra peut-être, on croit aux deux. Et on croit de toute façon que dans les 2 cas, ça doit être bien fait. Et donc, on est très fiers de produire en Asie, Bangladesh, Chine. Par contre, il faut que ce soit produit dans des conditions qui respectent l'humain. Voilà, Gert, je ne sais pas, tu veux peut-être expliquer un petit peu exactement en quoi consiste Fairware et comment nous, on l'anime et toi, tu l'animes au quotidien. Oui, bonjour à tous. Merci Odélia. Ouais, tu dis beaucoup de Fairware. Nous sommes sur le groupe est déjà membre jusqu'en 2014. Fairware est une organisation non gouvernementale, NGO, non lucrative, avec un multiparti. Et c'est focus sur l'industrie de vêtements. Mais pas seulement sur l'usine, sur la tout supply chain. Et on regarde le supply chain. Fairware considère les marques responsables. C'est pas Fairware, mais quand on trouve un problème, quand on trouve quelque chose, c'est la marque qui est responsable et c'est la marque qui intervenait et discutait avec l'usine, avec les gens. On utilise, comment ça marche? On utilise une ligne confidentielle. On dit confidential helpline pour rapporter des problèmes. Les numéros sont marqués en plein l'usine. Tout le monde connaît et c'est aussi notre responsabilité pour parler avec les gens dans l'usine, pour marquer les stickers, pour donner l'information, pour expliquer, écoute, quand il y a un problème au niveau du salaire, au niveau du harassment, c'est quoi le mot en français, harassment, Odélia? Harcèlement. Au niveau du harcèlement, quand il y a un problème, tu contactes le Fairware et ça vient direct chez nous. Et après, c'est à nous pour commencer une remediation, une discussion. On écoute le problème, on parle avec l'usine, mais ça commence toujours très bas. Et la première ligne du management, quand tu trouves une solution, OK, ça marche. Quand ça marche pas dans la première ligne de management, tu montes. Et après, quand c'est un grand problème, on parle directement avec le propriétaire de l'usine. C'est vraiment important pour trouver une solution. C'est pas moi toute seule qui fait ça. On a une équipe en Bangladesh, RSC, qui est dans l'usine tous les jours. Mais on fait pas des audits toute seule. On fait des audits, oui. Mais on fait beaucoup de training. Et ça, c'est le plus important de Fairware. On fait de Work Education Programs. C'est un programme éducatif. On parle de harcèlement sexuel. On focus aussi beaucoup de égalité l'homme et femme, gender equality. C'est vraiment important, vraiment, en Bangladesh, on besoin plus beaucoup des femmes sur la première ligne d'inspection, la première ligne de management. Et ça réduit l'harcèlement, sexual harassment.
norme du travail, je pense que tout le monde connaît, mais c'est vraiment important pour remédier, pour discuter et pour vérifier tout est vraiment correct. Travail est libre. Pour nous, c'est normal, mais c'est pas toujours normal dans les pays en Asie, en Chine, en Bangladesh. Travail libre, non forcé, mais in the whole supply chain, pas seulement sur l'usine qui fait le finir, qui fait le construire le vêtement, aussi au niveau du textile ou au niveau du tricotage, toutes les lignes, les accessoires, les tirettes, les boutons, c'est aussi important pour vérifier les conditions de travail aussi là-bas sont correctes, parce que les boutons, c'est pour notre vêtement. Liberté d'association, négociation collective, non-discrimination in employment, c'est égal, les régions, la sexualité, c'est libre. No child labor, pas d'exploitation d'enfants, vraiment important. Payment, un salaire minimum vital. Horaire du travail raisonnable, mais le plus important, c'est jamais forcé. Et on connaît, il y a beaucoup des horaires en plus, c'est normal, mais c'est vraiment important, les horaires sont payés corrects et c'est jamais forcé. Hygiène, sécurité du travail. Et le dernier, c'est tout le monde qui travaille besoin d'un contrat légal. C'est quelque chose qui est beaucoup de fois qui est perdu. Des gens travaillent, tu as reçu un paiement, mais le plus important, tu as reçu un contrat légal. C'est à nous pour vérifier ça, je pense. Donc, en fait, on a huit critères en fait chez Fairware très précis qui encadrent les conditions de travail. Et ces 8 critères, ils vont être passés à la loupe au travers d'audits. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette approche, c'est que c'est vertueux et en même temps, quelque part, ça laisse le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on n'a pas des situations parfaites partout, ça c'est évident. Mais par contre, on a un devoir de s'améliorer. Et là où on repère quelque chose qui ne fonctionne pas bien aujourd'hui, le devoir, c'est de mettre en place les processus, les méthodologies, le suivi, les trainings, comme disait Gerd, qui vont faire en sorte que la prochaine fois, ce sera mieux. Et donc, cette démarche vertueuse, c'est vraiment ça qui est au cœur de Fairware et de faire en sorte que petit à petit, on crée les meilleures conditions et puis on vise mieux à chaque passage. C'est très intéressant ce que tu dis, Odélia. Je pense que ça regroupe bien, en tout cas, ce en quoi nous on croit chez DreamAct, c'est que finalement la consommation responsable, c'est une consommation qui soit à la fois transparente, à la fois toujours dans une logique d'amélioration, parce que rien n'est parfait du premier coup, mais l'objectif c'est de tous collectivement s'améliorer, qu'on soit importateur, fabricant, marqueur ou distributeur. Et enfin, ce que tu as beaucoup dit, c'est aussi l'importance de la mesure, de quantifier aussi son impact, son utilisation des ressources, etc. Et ça, en fait, chez vous trois, c'est quelque chose qui est au cœur de vos activités. Marie, par exemple, je sais que chez Gobi, votre tagline, c'est chez Gobi, nous mesurons tout. Et du coup, avec l'aide de qui, chez vous, vous mesurez quelle étape vous mesurez? Alors c'est vrai qu'on essaye de tout mesurer. Alors comme je l'ai dit précédemment, on essaye de tout mesurer en amont même de la création. Et puis après, comme vous l'avez tous dit, on peut toujours s'améliorer et on est dans une démarche d'amélioration continue. On n'est pas des ingénieurs, on n'est pas des spécialistes sur les matériaux. Du coup, pour mesurer, on s'entoure. Donc, on s'entoure notamment du cabinet MU, qui est spécialisé dans l'éco-conception. On a beaucoup travaillé aussi avec l'ADEME, qui nous a beaucoup accompagnés aussi sur ces créations de Gobi, donc de nos gourdes et de nos couverts dernièrement. Et également, pour le premier Gobi notamment, on avait fait un gros travail avec une chercheuse spécialisée dans les matériaux, qui elle-même en fait avait pu travailler sur toute une liste de matériaux, de principes de précaution pour être sûr de ne pas avoir certains éléments dans nos gourdes et avoir l'objet le plus transparent possible. Et après, c'est comme vous le dites, c'est qu'il y a de l'environnement, il y a du social. Nos Gobi, c'est aussi des choix qui sont pas forcément des choix économiques
en premier, c'est-à-dire que par exemple, on a choisi d'assembler nos gobies en ESAT, donc par des personnes en situation de handicap. Avec notre croissance l'année dernière, on a ouvert un autre atelier qui est un atelier sans frontières pour aider à l'insertion des personnes en situation d'exclusion sociale. On a choisi aussi de reverser avec le 1% pour la planète 1% de notre chiffre d'affaires à des associations environnementales, comme par exemple Surfrider ou l'Université de Bordeaux qui va étudier des microplastiques récoltés dans l'océan par le Vendée Globe. Donc aussi, c'est une démarche entière en fait. C'est mesurer tout au niveau des produits, mais aussi mesurer tout au niveau de notre impact social en tant que marque, de nos engagements, de notre image. Et c'est vraiment une démarche complète sur le coup de proposer voilà, des produits qui sont bien pensés, quoi, qui sont faits pour faire du bien, en fait, tout simplement. Nous, c'est notre ambition, et je pense que c'est une ambition qui se ressent chez toutes les personnes ici présentes. Le but, c'est de faire du bien, de penser durable, de penser à quelque chose qu'on va garder, qu'on va servir, qui va faire autant plaisir, qui va être utile, et c'est là où on a tout à jouer. Ok, super. C'est vrai que c'est d'autant plus important aujourd'hui cette mesure que la conscience chez les Français grandissant pour la RSE, les annonceurs l'exigent et du coup les importateurs, les fabricants parlent de plus en plus de RSE, d'écologie, mais encore faut-il pouvoir voilà le démontrer, le mesurer et c'est aussi ça qui va combattre un peu le greenwashing. Alors Julien, je sais chez vous que vous avez notamment 2 axes pour combattre entre guillemets ce greenwashing. Un premier axe qui est de pouvoir évaluer au mieux finalement l'impact carbone de vos importations, puisque comme tu le disais, votre choix assumé est de voilà, vous êtes un importateur, vous importez d'Asie, donc l'impact du transport est important au-delà de la conception. Et puis la deuxième chose aussi, c'est et c'est là où on pourra peut-être parler de votre nouveauté, vous lancez la gamme Impact qui a à cœur d'apporter une meilleure traçabilité sur notamment les matières recyclées qui ont le vent en poupe mais qui cachent parfois des réalités en fait moins écologiques. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux axes, cet impact carbone du transport que vous essayez de limiter et de cette nouvelle gamme Impact? Donc oui, tout à fait. Alors sur le transport, si tu veux, c'est très très complexe, hein. C'est en effet inévitable. Je reviens un petit peu sur le côté Made in China. On essaye de pas être, enfin on essaye, on n'est absolument pas dans l'hypocrisie, hein. On est dans la transparence totale. En 2015, on a démarré un rapport qui s'appelle XD Vision 2020, sur lequel on fait un état des lieux lié à nos objectifs qualitatifs et quantitatifs. Quand on y arrive, on est très content. On s'est vite rendu compte que sur certains points, on se trompait. On a été notamment accompagné par EcoVadis. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. En ce qui concerne le transport, c'est en effet un poste qui est très très compliqué. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous donner une idée. En 2019, en tout cas d'après nos calculs, on pense que le train, par exemple, est très écologique. C'est pas forcément le cas. On a 90 grammes de CO2 par tonne importée par bateau. 90 kilos, pardon, excusez-moi, 90 kilos de CO2 par tonne importé par bateau. Sur le train, on est à 151 kilos. Et tenez-vous bien, sur l'avion, on est à 4826 kilos. Donc voilà, sur ces choses-là, en effet, on essaye au maximum de minimiser l'avion, de travailler avec des transporteurs qui ont en place des programmes d'économie de CO2. Le temps de transport d'Asie est devenu plus long, hein, c'est aussi des restrictions dues au développement durable. C'est loin d'être parfait, c'est un circuit lent, c'est vrai, mais encore une fois, les matières premières de toute façon seront emmenées en France, hein, j'insiste là-dessus. Donc voilà, ça c'est une première chose. On travaille aussi entre parenthèses rapidement sur les matières, parce qu'il y a un peu tout sur le bioplastique. Il faut faire très attention parce qu'un bioplastique peut être considéré comme bioplastique en fonction de son démarrage, hein, par exemple des matières végétales, mais aussi de son impact en fin de vie. Et ça, c'est très important aussi d'y penser. Une matière comme l'acier, Marie en a parlé tout à l'heure, et moi, en effet, une matière que j'apprécie tout particulièrement. Une grande partie de l'acier utilisé est déjà de l'acier recyclé. Et en effet, moi, pour le coup, je mettrai en avant sa durabilité, puisque je pense que c'est la base d'un produit écologique, c'est qu'il soit utile et durable, commençant par faire des produits qui servent à quelque chose, finalement. Et après, s'ils sont fabriqués en Asie, ma foi, s'il y a que l'Asie qui peut les fabriquer, au moins ils servent à quelque chose. En ce qui concerne Impact, pour virer maintenant là-dessus,
C'est en effet une gamme qui est extrêmement intéressante pour nous, hein. On va insister sur l'économie d'eau due aux matières utilisées. On va insister sur le fait qu'on reverse 2% à water.org, hein, qui vise à emmener de l'eau potable dans des pays qui en manquent cruellement. L'eau est un vrai problème à venir, mais ce qui est le plus intéressant, je dirais, c'est en effet cette technologie Aware, qui est un petit peu, si vous voulez, la technologie au service de l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a de réels problèmes de traçabilité tout au long de la supply chain, puisque je vais acheter, moi, du RPET, par exemple, coton recyclé. On va me délivrer un certificat qui s'appelle le GRS, qui est le Global Recycle Standard, qui me dit juste que j'ai acheté du RPET. D'accord? Il ne dit pas ce que j'en ai fait. Après, mon RPET, je le transforme en bobine de fil, je le transforme en tissu et je façonne mon sac. D'accord? En ce qui nous concerne, en effet, des sacs sont concernés, des bonnets, des casquettes viendront, mais ça s'arrêtera là, si vous voulez. Et cette technologie Aware, elle est extrêmement intéressante parce que on va intégrer des micro-traceurs dans la matière dès le départ. Elle va nous permettre, tout au long de la chaîne de production, via un scan, de s'assurer que la matière qui est utilisée à chaque étape de la prod est bien la matière que j'ai achetée. Si par exemple il me faut 100 kilos pour faire 100 sacs, je peux prouver que ces 100 kilos ont été utilisés comme ça. Quand je vais scanner mes microtraceurs, ils sont stockés dans ce qu'on appelle une technologie blockchain. Je vais vous la faire courte. En gros, la technologie blockchain, c'est ce qui permet les crypto-monnaies. Mais ce qui nous intéresse à notre niveau, c'est surtout que ça empêche l'intervention de l'homme. Donc, aucune triche n'est possible. Je peux donc certifier à 2000% que le RPET que j'ai acheté est bien le RPET, ou le coton recyclé, que je retrouve dans le sac que j'ai en main. On a créé un site internet qui s'appelle impactcollection.org, où vous allez retrouver dessus le compte de l'eau économisée par rapport à un sac en polyester normal et des bouteilles pour ce qui est de la partie RPET utilisées depuis le début du lancement de la gamme. Et c'est vachement intéressant, on se rend compte que ça va très très vite. On a eu une chance incroyable, c'est qu'il y a eu un capital quelques mois après qu'on ait sorti la gamme sur l'eau qui était utilisée dans la fabrication des jeans notamment, et c'était assez surréaliste. Et en effet, du coup, les gens, ça leur parlait de se rendre compte qu'en effet, sur un sac coton, en utilisant du coton recyclé, on va économiser 1631 litres d'eau. C'est assez bluffant. Voilà, l'intérêt aussi de l'eau, si vous voulez, c'est que c'est tangible, hein. Je vais très clairement pouvoir le visualiser, contrairement à des émissions de CO2 qui restent finalement assez abstraites dans notre cerveau. Et le fait de finalement de concrétiser via un certain nombre de litres d'eau, ça a un impact justement particulièrement puissant. Donc voilà, la technologie peut avoir de très bons côtés et elle peut notamment être très utile, hein, grâce à ce système de microtraceurs et de technologie blockchain pour la traçabilité, ce dont les gros annonceurs sont très friands. Super, merci Julien. Et du coup, pour continuer sur cette exigence de transparence et de mesure, il y a aussi du coup des évaluations de ces fournisseurs qui peuvent être possibles. Choisir mieux ces fournisseurs grâce à la comparaison entre eux et la comparaison notamment de leur évaluation. Alors Ecovadis est un peu le leader sur ce sujet. Plusieurs d'entre vous êtes d'ailleurs très bien évalués par Ecovadis, comme Xindao par exemple et Ecovadis Platinum. Marion, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la méthode d'évaluation d'Ecovadis et nous souligner pourquoi c'est important en fait d'évaluer ses fournisseurs et se faire évaluer quand on est dans l'objet média? Bien sûr. Déjà enchanté, bonjour à tous. En effet, donc Ecovadis, on accompagne les entreprises dans l'évaluation de leurs fournisseurs. C'est important parce que aujourd'hui, en moyenne, 70% de l'impact d'une entreprise se trouve dans sa chaîne d'approvisionnement. Donc le premier réflexe, finalement, c'est de s'améliorer en interne, de faire plein de belles choses en interne. Mais si à côté de ça, on travaille avec des fournisseurs qui, eux, n'ont pas de démarche concernant le développement durable, finalement, notre impact va être négatif. C'est pour ça que nous, on sollicite les entreprises pour qu'elles s'évaluent, déjà savoir où elles en sont, elles, et avoir un état des lieux et voir quels sont les axes de progression. Vous en parliez tout à l'heure, Odélia, c'est important de s'améliorer, d'aller chercher de l'amélioration. Et en fait, pour s'améliorer, la première étape, c'est de mesurer. Et on voit, nous, que 72% des entreprises qui sont évaluées s'améliorent entre deux évaluations. Ça a été le cas de Xindao notamment, qui avait la médaille d'or auparavant et qui aujourd'hui a la médaille platinium grâce aux recommandations qu'on a pu faire. Les évaluations, nous, qu'on fait, donc elles sont sous 4 piliers, l'environnement, le social, l'éthique et les achats responsables.
On se base sur des normes internationales, donc sur ISO 26000, le Bureau international du travail, GRI et Global Compact. Et notre grand point de différenciation avec d'autres méthodes possibles, c'est que nous, on est sur des questionnaires avec preuves documentées. Donc, on attend des preuves, on va vérifier via des certifications, via des rapports d'audit, que ce que nous répond le fournisseur est vrai et juste. Et on a toute une équipe d'experts RSE qui va vérifier ces documents par la suite. Voilà comment on fonctionne. Ok, et quel type de fournisseur on peut trouver du coup sur EcoVadis, à qui ça s'adresse là parmi nos auditeurs? Alors, tout type d'entreprise. Donc, on a 70 000 entreprises aujourd'hui qui sont évaluées par EcoVadis dans plus de 150 pays de toute taille. Donc, on a 4 tailles de questionnaires différentes, en fait, en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, on adresse aussi bien les PME que les très grands groupes parce qu'on va ajuster le nombre de questions. On est bien conscient que les plus petites entreprises ont moins de formalisation, moins de réglementation, donc c'est normal. Et on a aujourd'hui 500 clients qui, eux, évaluent leurs fournisseurs comme Full Ace, Anaïc ou XL Concept Group dans l'objet pub. Ok, et alors est-ce que tu as pu constater des bonnes pratiques dans notre secteur de l'objet média dont tu pourrais nous parler? Tout à fait. Donc il y a différentes pratiques, notamment sur l'aspect social, qui est très important dans votre secteur. J'ai pu voir sur Dindao qu'il y avait des adhésions à certaines initiatives externes spécifiques au secteur. Donc FPCO Charter, donc Fédération française des professionnels de la communication par l'objet, aussi l'Association générale de l'industrie des produits promotionnels et affiliés associés. Donc, ces adhésions permettent de faire évoluer les choses du côté social, mais aussi après des choses plus en interne sur le reporting sur le pourcentage des femmes à des postes de direction. Donc ça rejoint ce que pouvait dire Gert tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on regarde. Ça fait partie sous le pilier social de la diversité et des choses qui sont aussi importantes. Mais on peut aussi retrouver l'organisation flexible du travail, qui est quelque chose de très important et qui a été encore plus important cette année avec le Covid et le fait qu'il faille donner la possibilité aux salariés de faire du télétravail. Donc, je pense qu'on est plusieurs aujourd'hui à être en télétravail et c'est quelque chose qu'on regarde et qu'on a pu faire remonter cette année. Super, merci. Alors le sujet est vaste et on pourrait en parler des heures. Moi, je vous invite à lire la tribune qu'a rédigée Cécile Fougerousse dans CEMAG sur le sujet de l'éco-conception où on retrace tout ça. Mais avant de terminer, j'aimerais quand même que Odélia, tu reviennes sur un choix fort, stratégique qu'a fait Solo Group l'année dernière, de revenir sur de la production Made in France, parce qu'on en a parlé, hein, Made in France, Made in China. Voilà, c'est pas évident dans le textile, surtout dans le textile publicitaire. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est rentable? Sinon, en combien de temps vous prévoyez la rentabilité sur cette gamme Made in France? Alors, bon, d'abord, avant tout, il y a quand même un choix du cœur. Donc, c'est une idée en fait qui trottait quand même dans la tête de pas mal d'entre nous chez Solo. C'est quelque chose qu'on a mis en face des attentes du marché. On voit qu'il y a quand même des attentes fortes du marché pour le Made in France. C'est quelque chose qu'on sentait très bien chez le consommateur final. On voit quand même pas mal de marques qui se sont développées autour du Made in France et qui s'adressent au consommateur final. Et on avait quand même une grande question de savoir si sur nos marchés à nous, le Made in France allait être une attente qui se concrétise. Évidemment, il y a un sujet de prix. Et donc, la grande question était, est-ce que les annonceurs, au moment où il va falloir passer à l'acte d'achat, est-ce que le prix va finalement pas être rédhibitoire? Et en fait, ce qu'on constate, c'est quand même que les grands annonceurs ont des politiques d'achat de plus en plus exigeantes, avec des politiques RSE de plus en plus exigeantes, et que dans la RSE, il y a tout ce dont on vient de parler, et il y a aussi de plus en plus cette notion de provenance. Et donc, le Made in France prend sa place. Voilà. Et donc, nous, on a pris le parti de se dire qu'au-delà de l'attente et au-delà du choix du cœur, il y avait probablement une véritable volonté qui allait se traduire par des actes d'achat effectifs chez les grands annonceurs. Et donc,
souhaité, on a pris le parti que cette attente-là, elle allait être concrétisée. En face de cela, évidemment, il y a notre politique à nous, hein, nos choix en interne. On a une politique RSE aussi assez volontariste qu'on a regroupée dans un programme qui s'appelle Wear and Care. Et dans Wear and Care, il y a cette volonté de s'engager dans le Made in France pour contribuer aussi à créer de l'emploi dans notre pays. Hein. Honnêtement, c'est vrai que quand on va dans les Vosges et qu'on voit nos couturières au travail, c'est chouette, quoi. C'est une aventure humaine qui est quand même assez extraordinaire. Il y a aussi cette volonté de commencer à réfléchir à des circuits plus courts. Alors, je mets volontairement des mots très modestes parce qu'on commence à s'intéresser le Made in France, c'est encore tout petit à l'échelle de ce qu'on produit. C'est pour ça que je continue à dire que nous, on est très fiers de produire en Asie à partir du moment où c'est fait dans les bonnes conditions, c'est bien mesuré, c'est bien suivi. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on contribue à l'économie dans ces pays. Hein. On contribue à faire tenir des économies debout. Donc, le Bangladesh, on est fiers de ce qu'on y fait. La Chine, on est fiers de ce qu'on y fait. Et ça n'a pas vocation à s'arrêter loin de là du jour au lendemain. Par contre, être en parallèle de ça, en mesure de commencer à poser les briques de ce que pourrait être demain la réindustrialisation de la France en matière textile, c'est une aventure qui est absolument extraordinaire. Alors nous, on a fait le choix, en plus de ça, de créer notre propre atelier dans les Vosges. C'est un choix qui est entrepreneurial, qui est un pari, hein, parce que comme tu le disais, ça pose effectivement la question de la rentabilité. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Hein, c'est en plus un sujet, une activité qui est nouvelle pour nous, puisque nous, on possède pas l'outil de production. On le connaît bien parce que on y est très souvent. On est vraiment sur le terrain en Asie, hein, notamment aussi grâce à Fairware, avec les audits qu'on met en place, puis ce qu'on fait aussi en R&D. Mais c'est quand même pas notre métier. Donc, on découvre un métier. On le découvre en France, ça pose plein de questions parce que quand on recrute des couturières, on met au travail des personnes dont c'était pas le métier, donc il faut les former. Ou on recrute aussi des personnes dont c'était le métier il y a très longtemps, mais donc il faut remettre au travail. Et donc, effectivement, en année 1, l'équation économique, elle est assez compliquée. Elle a été un peu aidée, pour le dire en toute transparence, par les masques. Hein. On a du coup produit des masques pendant cette année. Donc ça, c'était très chouette aussi parce que quelque part, on s'est dit qu'on contribuait aussi à l'effort national. Et puis, dans les Vosges, en tout cas, toutes les filles étaient ravies. Mais maintenant, il faut vraiment qu'on réussisse à trouver notre chemin de rentabilité. Ce sera pas forcément, et je pense pas, les mêmes niveaux de marge que ce qu'on a sur nos activités habituelles. C'est pas possible. Voilà, le coût de la main d'œuvre en France, il est ce qu'il est. On va pas le révolutionner. Voilà, mais il faut quand même qu'en tant qu'entreprise, on se doit d'arriver à un schéma économique qui soit raisonnable pour qu'il soit pérenne. Et nous, notre envie, et on y croit, c'est vraiment de rendre ce système-là pérenne. Voilà un peu où on en est. Merci Odélia, merci à tous. Le temps nous est compté malheureusement. Je ne sais pas, Florent, est-ce qu'on a le temps de prendre quelques questions? Oui, on a le temps de prendre 2-3 questions. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du coup d'éco-conception et on est questionné un peu sur la fin de vie des produits. Alors, je voulais on nous a demandé quid de la recyclabilité des objets médias. Est-ce que la fin de vie des produits est prise en compte dès leur conception? Une question qui était notamment posée à Marie pour le Gobi Lab. Oui, alors bien sûr, c'est pris en compte. Pour notre nouveau Gobi en verre, donc le Gobi Indoor, il est donc 100% recyclable. Il est à 40 à 60% recyclé aussi de base, donc réutiliser du verre déjà recyclé. Pour notre Gobi en tritan, c'est effectivement, donc c'est une matière recyclable, mais qui est très difficile dans le cycle actuel de recyclage, qui n'est pas encore très performant. Dans ces cas-là, en fait, on propose de récupérer les gobis pour les entreprises parce que on est nous-mêmes en train de regarder comment améliorer ce cycle de vie.
Et sur le coup, on travaille aussi sur toutes les chutes de production de nos gobies, donc en usine, tout ce qui est les petits dépôts, les petites choses aussi qui doivent être recyclées. Et ça, on les récupère pour en faire de nouveaux produits. Donc, on en fait notamment des gobelets, on fait aussi les étuis de nos couverts et on fait tous les petites pastilles qu'on a sur nos gourdes. Donc, à nouveau, effectivement, c'est pas parfait. Parce qu'on n'est pas sur des filières de recyclage qui sont encore incroyables, malheureusement. Mais en même temps, c'est les déchets déjà qu'il faut éviter. Donc, on espère que les personnes utilisent nos produits plusieurs années, voire toute la vie. Si on les utilise bien, c'est possible. Donc, il faut en prendre soin. Mais voilà, le choix de la matière, effectivement, a pris en compte dès le départ, par contre, le fait de sa recyclabilité. Merci Marie. Je pense que Julien peut aussi répondre peut-être sur cette question, sur le choix des matières et notamment le choix de supprimer les bioplastiques composites. Voilà. On les a pas tous supprimés, on a supprimé ceux qui nous semblaient, hein, c'est un choix vraiment qui nous concerne. Il y a aucune, on essaie nous de devancer hein, parfois les régulations possibles. En effet, en fait, bioplastique, c'est encore une fois, on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est assez problématique. C'est que tu vas te dire, ok, j'utilise pas de plastique, je prends telle ou telle matière, mais je considère pas en effet l'impact qu'elle aura en fin de vie, par exemple. Tu prends une matière comme le polypro, le PP, hein, qui est pas une matière spécialement éco sur le papier, en fait, c'est une matière qui se recycle très facilement. Et le recyclage, c'est bien beau, mais on n'est pas tous égaux face au recyclage. Ça dépend dans quel pays le produit est commercialisé aussi. Donc tout ça est à prendre en compte, en fait, et on fait des raccourcis souvent très rapides. Moi, je compare souvent, je reviens sur cette matière, on en a parlé tout à l'heure, l'acier, où on me dit, moi, je veux une gourde en bambou parce que je veux un truc écologique, donc je veux qu'il y ait du bambou autour. Bon, c'est triste à mourir, hein. Partir sur de l'acier standard est beaucoup plus écologique. Moi, j'ai beaucoup aimé quand Marie a dédiabolisé un petit peu la vision qu'on a du plastique. Déjà, les gens confondent plastique et PVC, donc ce qui est terrible. Le PVC, c'est une taupe sans nom. Le plastique, il y a des plastiques qui sont tout à fait valables et durables. Donc ça, c'est aussi important de le mettre en place. Et en effet, le plastique jetable est terrible. Donc toutes ces choses sont vachement importantes. Et en effet, il y a les produits composites laissent à désirer. Après, c'est un équilibre à faire entre le fait de pas utiliser de plastique. En effet, est-ce que finalement c'est moins pire ce que je fais que d'utiliser du plastique de base? Des fois oui, des fois non. C'est vraiment un équilibre à faire. Et ce qui est terrible, et là je rejoins vraiment Odélia là-dessus sur le côté évolutif, la vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui et ne sera peut-être pas celle de demain en matière de développement durable. C'est en évolution perpétuelle et c'est à nous de nous tenir informés. C'est en essayant qu'on va y arriver, qu'on va se tromper, qu'on va s'améliorer. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire, je pense, tous à nos niveaux. Et c'est essentiel parce que déjà la base, c'est qu'on est dans un métier qui peut vite. Je pense pas qu'on soit un commerce essentiel sur le papier, si tu veux. Donc, à un moment, si nous, on travaille pas notre métier de manière plus propre, plus durable et plus quali, l'avenir pourrait pas être super sympa quoi. Et si ça vient pas de nous, ça viendra de toute façon de régulation au niveau des gouvernements, au niveau des lois européennes, etc. On y viendra quoi qu'il arrive. Donc autant devancer la chose et autant travailler notre métier de manière la plus propre et la plus qualitative possible et avec honnêteté en fait. Et juste de se dire tu vois, je suis parti sur telle matière, et je me suis planté. Je fais 2 pas en arrière, je change, je modifie, etc. Voilà. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que je dis, Julien, parce que je pense effectivement qu'on a un rôle hyper important à jouer pour l'évolution de notre industrie. Et je trouve ça très chouette qu'on puisse se parler et que voilà, moi, je découvre aussi des choses en vous entendant et que l'industrie se structure comme elle est en train de se structurer, qu'on se pose ces questions, qu'on soit tous dans cette démarche d'évolution, d'amélioration continue, mais aussi de transparence, parce que effectivement, je pense qu'on se rejoint tous pour dire on n'est pas parfait, mais on a vocation à s'améliorer, qu'on le fasse savoir et qu'on porte cette parole auprès des grands annonceurs, des grands ou des petits annonceurs, mais en tout cas que la façon dont on est capable de se structurer en tant qu'industrie, ce message-là soit véhiculé et soit porté, c'est ce qui va nous permettre d'avancer et c'est ce qui va nous permettre de faire tenir cette industrie parce que, comme tu le disais, Julien, on n'est pas une dépense incontournable, mais je pense on reste quand même dans le budget des annonceurs une dépense qui fait plaisir, qui a sa place, qui a vocation à rester là. Et si on donne la bonne réponse aux attentes de nos annonceurs, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à progresser.
Donc, je pense que ces efforts de structuration de marché et de tout ce qui est mis en place, et merci à DreamAct d'avoir organisé, nous avoir conviés sur cette conférence, ça va nous permettre tous ensemble d'être meilleurs et de montrer que cette industrie, elle a de l'avenir. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Ça fait un très beau mot de la fin, je pense. Et juste pour conclure, il y a aussi le travail de FCPO qui fait un très beau travail avec son groupe RSE aussi pour nous permettre tous ensemble, tous les acteurs du secteur, de nous fédérer et d'avancer ensemble sur un objet média plus responsable. Merci Diane et merci à tous. On aurait aimé en fait prendre plus de questions, mais le temps nous est maintenant compté. Les échanges ont été riches. On fera le travail nous pour envoyer toutes vos questions à DreamAct, qui pourra ensuite les relayer auprès de nos intervenants, qui pourront vous répondre individuellement. Merci beaucoup pour votre attention et merci à tous pour votre participation à cette table ronde. Merci à DreamAct. Merci, bonne journée. Ciao. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.